Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec comme d'habitude les créateurs de Sensexalogie. Alors bon, vous avez remarqué que ce podcast n'est déjà plus quasi mensuel, qu'on vous diffuse des podcasts tous les 15 jours et ça va continuer parce qu'il y a eu des nouveaux enregistrements de fait, on a encore plein de hors-série à vous livrer, donc comme vous avez pu le constater, les hors-séries arrivent toutes les quinzaines du mois. Et les podcasts sur Sens à chaque fin de mois. Donc c'est plus du tout quasi mensuel, comme disait Flavie tout à l'heure. C'est quasi bimensuel. Voilà, c'est quasi bimensuel. Alors on ne sait pas si on pourra toujours assumer cette cadence, mais pour le moment ça marche très très bien. Grâce à vous en partie, donc on vous en remercie. Aujourd'hui un podcast consacré à un thème de sens, comme tous ces podcasts de fin de mois ou de début de mois, c'est comme on veut. Un podcast consacré aux fragiles, cet archétype qui se débloque, comme disait Thomas la dernière fois, pour parler un peu comme dans un jeu vidéo à partir de Sens Mort. Et avec nous pour parler des fragiles, avec nous François Lecor pour la première fois sur le podcast de la cellule. Bonjour François. Bonjour, ça fait très plaisir d'être présent ici. Alors donc toi, c'est pas par hasard si tu participes à ce podcast sur les fragiles, c'est toi qui joues le personnage de Fluvius. Exactement. Dans la fiction de Sens Mort. Tout a commencé il y a 7 ans, ouais. où j'ai créé ce personnage de Fluvius. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir en parler et évidemment de discuter aussi peut-être des dernières nouveautés, puisque ça fait quand même très longtemps que j'y ai pas joué. Ouais, Mais dis-moi, qui es-tu François ? Flavie, que vous aurez reconnu, est avec nous également. Bonjour. Bonjour Flavie. Alors François, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Ouais, pas de problème. Alors en fait, donc comme tu dis, je suis François, j'ai fait comme toi des études de philosophie, je fais maintenant des études de sciences cognitives à Paris, à l'ENS, et je suis membre de l'Institut Jean-Nicot. C'est quoi cet Institut Jean-Nicot ? Alors l'Institut Jean-Nicot, c'est un très grand institut de philosophie, essentiellement de philosophie analytique. C'est à Paris que ça se passe ? Ça se passe à Paris, dans la rue d'Ulm, donc D'accord. c'est la rue de l'ENS, de l'école normale supérieure pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Donc c'est une haute école littéraire de France alors en fait ? L'ENS, c'est ça ? Normale supérieure. Pourquoi Non, normale supérieure ? Normale supérieure, non, c'est une école quoi, c'est une grande école comme HEC, comme Sciences Po, des trucs comme ça. Quoi. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Jean-Nico ? Alors ce qu'on fait là-bas, c'est que on s'interroge sur certains problèmes. C'est exactement comme pour c'est un institut de recherche en fait, tout simplement. Donc chacun a un domaine de recherche sur lequel il est spécialiste. En général, d'ailleurs, c'est un spécialiste qui est mondialement reconnu. Il y a des auteurs comme... C'est la classe, quoi. Jean-Nico, ouais, c'est vraiment la classe. Ouais. Franchement, faut... Toi, tu vis un rêve en ce moment-là. Ouais, là, je prends mon pied depuis un an. Là, c'est absolument fabuleux, quoi. C'est vraiment le top. C'est excellent, quoi. Et donc, tu parlais de sciences cognitives. Je suis pas sûr que nos éditeurs savent exactement de quoi il s'agit. D'accord. Ok. Ouais. Alors, donc les sciences cognitives, en 2 mots, c'est un regroupement de plusieurs disciplines. Donc il y a la philosophie, la psychologie, la linguistique, mais également la programmation informatique. Ouais. Ça nous sert surtout à développer des expériences qu'on crée par exemple en affichant des phrases ou des stimulus sur des écrans d'ordinateur, et souvent on demande aux gens de répondre à des questions, par exemple pour savoir si un flash lumineux apparaît avant ou après un son, ou alors on leur fait lire des phrases et on leur demande si la phrase est vraie ou fausse, etc. Donc tout ça, ça nous permet de créer de modéliser un peu l'esprit humain, quoi, en fait. Ouais, de modéliser l'esprit humain et souvent de répondre à des grands conflits théoriques qui existent depuis parfois plusieurs siècles. Et ces expériences nous permettent de mettre un terme presque à ces théories, quoi, à pouvoir s'assurer en fait de la validité ou non des prédictions donc vous êtes empiriques. Vous êtes des gros intellos, mais vous avez les mains dans le cambouis quand même. On a les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il est temps au bout d'un moment de tester un petit peu tout ce qu'on dit et s'assurer que ça représente réellement ce qui est le cas dans le monde, quoi. Quand je t'entends parler de ça, j'ai l'impression qu'il s'agit de philosophie expérimentale presque. Ouais, mais d'ailleurs il y a un gros courant de philosophie expérimentale là, depuis une vingtaine d'années. Jean-Nico donc est assez proche de ce mouvement-là, puisqu'il collabore beaucoup avec un autre laboratoire de sciences cognitives qui est situé au même endroit. Et eux, c'est vraiment tous des expérimentalistes, beaucoup de linguistes, beaucoup de psychologues. Ouais. Donc par exemple, si vous allez sur Internet, vous pourrez trouver facilement des expériences de psychologie morale,
Un des problèmes types, c'est ce qu'on appelle le dilemme du trolley, ou le problème du trolley. Vous tapez trolley sur YouTube, vous trouverez des vidéos, c'est super sympa. Ouais. Et ça vous donnera vraiment une idée assez précise un peu du travail qu'on effectue. Ce qui est assez remarquable finalement quand on voit un peu entre guillemets ce que tu es devenu, c'est que ça colle vachement aux problématiques que j'ai essayé de développer pour les fragiles dans Sens Mort. Donc du coup c'est rigolo de voir que finalement t'as les deux casquettes quoi. T'es joueur de sens, t'as bien trippé la chronique comme les joueurs de Rennes, et en même temps tu vas pouvoir nous parler des implications au niveau de l'esprit et tout ça. Je vais essayer. Je sais pas si je vais pouvoir apporter des trucs hyper original, mais je pense qu'il y a moyen de faire une bonne discussion. Ouais. D'accord. Et ben on va se lancer là-dedans, mais d'abord un petit point d'actualité avec Flavie. Donc en ce moment au niveau de Sens, ça bouge pas mal. On va bientôt avoir la chance d'avoir un article dans JDR Magazine, une critique de Sens. Alors moi je sais pas du tout. Attends, je sais pas du tout. Bravo. Je sais pas du tout ce que ça va être. Ça se trouve ils vont pas du tout. Ça se trouve tu vas te faire descendre. Exactement. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. Donc on attend ça avec impatience. Donc si vous écoutez ce podcast régulièrement et si vous connaissez un peu Sens, n'hésitez pas à acquérir ce magazine pour lire une critique extérieure du jeu. En tout cas, ça me fait très très plaisir. Je remercie vraiment l'équipe de JDR Mag d'avoir pris du temps pour lire ces deux bouquins et d'en faire une critique. C'est très 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 sympa. Autre actualité pour Sens, c'est aussi la présence à l'heure actuelle de Sens sur une petite boutique, qui se dit militante, qui vient d'ouvrir en fait un magasin sur internet, une boutique qui s'appelle Minuit 10. Qui est tenue par des gars, si j'ai bien compris, des écuries d'Ogiaz. Je vous invite vraiment à passer sur cette boutique. L'intérêt en fait au niveau du jeu de rôle indépendant, donc l'intérêt pour des gens comme moi, pour Christophe, comme Frédéric, sur Silent Drift, c'est que c'est une boutique qui va essayer de diffuser des jeux de rôle qui ne se vendent pas habituellement dans le commerce. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. Minuit 10, vous tapez Minuit 10, vous verrez, il y a une petite sur Google, vous tomberez sur un petit panneau bienvenue, cliquez dessus et allez voir ce qui se passe, c'est sympa comme tout. Et puis aussi une autre actualité, alors ça, elle ne concerne pas vraiment Sens, mais elle concerne un petit peu le blog de la cellule indirectement, c'est qu'il y a une nouvelle télé rôliste, donc qui s'appelle Rôliste TV, qui est tenue par des Rouennais, une association rouennaise à qui j'ai eu d'ailleurs la chance de maîtriser une partie de Sens à la convention de Caen il y a de cela maintenant 2 ans. 2 ans déjà. 2 ans, ouais. 2 ans, et donc Rôliste TV, donc c'est un podcast vidéo sur le jeu de rôle où ils présentent des actualités. Ils essayent de mettre à jour leur site toutes les semaines. Alors bon, déjà il y a quelques critiques qui abondent sur la qualité des images et du son, mais c'est une super initiative et moi j'avais envie d'en parler parce que c'est une initiative bien sûr qui me tient à cœur. Et franchement, allez les Rouennais, moi franchement je suis franco avec vous, on est franco avec vous. Et puis de toute façon, dans la mesure où si on attend que ce soit la télé, plus hertzienne maintenant mais numérique qui parle du jeu de rôle, on va attendre longtemps puisque c'est tenu par des vieux dinosaures qui pensent que le jeu de rôle c'est des satanistes. Donc exactement. Allons voir Rôliste TV et voyons. Si, je porte ma croix. Voilà, mais allons voir Rôliste TV puisque de toute façon, si on attend notre émission à la télé, on peut toujours attendre longtemps. Quoi. C'est clair. On est loin du professionnalisme exigé par la télévision, mais par contre, il y a beaucoup de passion et c'est ça qu'on veut voir sur Internet, dans toutes ces petites télé rôlistes qui se créent. C'est super. Donc voilà, continuez les Rouennais, c'est génial. Alors maintenant on va repartir un petit peu sur Sens. Comme d'habitude dans le podcast de fin de mois, on fait un petit bilan des questions qui ont été posées sur le forum. Cette fois-ci il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y a eu de la participation mais pas beaucoup de questions pour les podcasters. On se rapproche des vacances. Ouais voilà c'est ça. Tout le monde commence à être un petit peu en vacances. Et c'est une question qui concerne les langues dans le jeu. Quelles sont les langues parlées dans le monde des simulacres? C'est Chemise qui pose cette question. Alors qu'est-ce que t'en penses, François? Quelle est la langue parlée dans le monde des simulacres? Alors moi je dirais que la langue parlée c'est la langue du joueur, donc si le joueur est français, la langue c'est le français, si le joueur est anglais, la langue c'est l'anglais. Ce qui est assez logique puisque de toute façon ce sera la langue de la volonté. Donc voilà. Donc toi sur Séléné par exemple, Flavie, ce sera le français, mais dans tous les cas je serais tentée de faire une petite comparaison avec une série qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui s'appelle Stargate, où quand ils bizarrement passent une porte, ils arrivent dans un monde où on parle exactement la même langue qu'eux, sauf que si on est extraterrestre, mais on va pas rentrer dans les détails.
Donc même si tu es une civilisation qui date de millions d'années, qui n'a jamais été aux États-Unis, ils vont parler la même langue que toi, comme c'est pratique. C'est pratique. Hein. Dans ce sens, c'est la même chose. Tu arrives sur la Lune, tu arrives un peu partout, on parle la même langue que toi, pareil dans plus tard sens nothingness, même s'ils parlent pas au sens traditionnel. Autour de la table pour communiquer, vous serez bien obligé d'utiliser la parole. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, pour toi, il n'y a pas de langue étrangère vivante dans ce sens. Alors je ne pense pas. En revanche, si on est langue morte, si quand on retrouve des vieux parchemins ou ce genre de choses, on peut dire qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à du néo-anglais. Mais ça, ce sera laissé à la discrétion du MJ qui voudra triper s'il est linguiste sur certaines choses. Je pense que ça pourrait être un sujet intéressant à traiter plus tard, mais je pense pas qu'il y ait tant de langues que ça intéressantes à développer. Si ça peut être intéressant, mais ça peut être un trip de jeu. Ouais, sur les langues, là où je verrais un trip sympa, c'est par exemple si quelqu'un était vraiment un linguiste et qu'il avait remarqué en fait que dans certaines langues, certaines choses étaient exprimées de manière différente. Par exemple, la question du sens qui se pose en français. Par exemple, sens, c'est polysémique en français. Il y a plein de sens différents et ça colle aux sensations, ça colle au sens qu'on veut bien donner au monde. Ça donne à quoi d'autre ? Le sens des phrases, le sens des propositions, le sens des énoncés, le sens des mots. Mais on peut trouver une langue dans laquelle ce mot exprime d'autres choses et là ça peut être intéressant à développer. Ouais, par exemple en anglais on a le terme meaning, mais il y a aussi le terme significance. Qu'est-ce que ça signifie sense en anglais ? Sense aussi. C'est les sens. C'est le sens. C'est les sens mais au sens de sensation. Ouais. Voilà, ça. Le sens de l'ouïe, le sens de la vue. Et le meaning c'est la signification. Soit littérale donc par exemple la polysémie de sens en anglais ça ne fonctionne plus. Non, ça n'existe pas. Non. Ah oui, ça c'est... Pour une éventuelle traduction, ça posera un sérieux problème. Non, mais ça peut être intéressant, au contraire. Mais pour rester dans le cadre du jeu, je pense que moi, j'y avais un peu songé en pensant à Aqua City, tout ça, avec le nombre de personnes qui vivaient dedans. Je me disais qu'à une époque, peut-être, où il devait exister plusieurs langues sur la Terre, à avoir tous vécu au même endroit pendant si longtemps en étant restés des êtres humains, finalement on était arrivé à une sorte d'espéranto, tu vois, et que finalement, puisque c'était la langue de la résistance, s'il était logique que tout le monde parle la même langue, et que si on voulait vraiment essayer de voir un prototype sur les langues, il pourrait y avoir des expressions qui voudraient dire des choses différentes, qu'on garderait un peu ce même principe d'espéranto sur la lune ou ce genre de choses, mais avec par exemple des différences comme on peut avoir on va dire avec des gestes au Japon, quand on secoue la tête en avant, ça veut pas dire oui, ça veut dire non. Là, il pourrait y avoir des choses intéressantes si on voulait triper sur la Lune, dire ah ça m'éclate, ça veut dire que tu es vraiment en train d'éclater, quoi. Moi en fait, mon gros problème avec cette histoire de langue étrangère, et c'est pourquoi j'ai pas voulu qu'il y en ait dans ce sens, c'est que en général, les langues étrangères, je vois par exemple dans des jeux comme Cthulhu, c'est juste des choses qui empêchent les joueurs de jouer finalement correctement. On dit ah bah non, toi t'as pas compris ça, alors il faut toujours un traducteur. Enfin, ça crée toujours des artefacts, je trouve, en termes créatifs qui sont pas très intéressants pour le joueur. Je suis assez d'accord. Ouais. Puis c'est surtout qu'on est censé avoir l'Empire qui a été unificateur pendant des milliers d'années. Si l'Empire a été unificateur, il serait assez logique qu'il essayait de mettre en place une langue universelle, notamment pour l'administration, et donc généralement enseignée dans les écoles. Donc il serait assez logique qu'au bout d'un moment, la langue ce soit devenue la même pour tout le monde et qu'on ait évidemment des néologismes, etc., qui dépendraient des régions où on est. D'où le fait que je disais que certaines choses pourraient être différentes selon les planètes, mais on garde quand même une certaine langue administrative. Oui, tout à fait. Non, mais c'est... Cela dit, moi j'ai des souvenirs quand même que lorsqu'on jouait à une certaine époque, il me semble quand même, quand on arrivait par exemple sur Séléné, que lorsqu'on communiquait entre nous, parfois certaines personnes que tu faisais jouer présentes, par exemple des barman ou des choses comme ça, était surpris de notre vocabulaire. Ou de notre accent dans mes souvenirs. Ou de notre accent. Donc tu avais comme cette idée déjà qu'il y avait une barrière de... C'est vrai. C'est pour ça que je parlais des langues administratives et des différentes régions. Il pouvait y avoir des significations différentes sur certaines expressions, ce genre de choses. Mais là, c'est vrai que moi, ce qui me dérange surtout dans cette affaire, c'est que c'est vraiment un artefact, je trouve, qui gêne s'il faut un traducteur. Puis surtout, moi, ça me rappelle un petit peu trop le compétence langue, où au final, même quand on est linguiste, on a tendance à mettre des points dedans, mais ça nous sert pas vraiment. Parce que de toute façon, même si on veut mettre des compétences dans la capacité ou la compétence linguiste, si soi-même on n'est pas vraiment en polyglotte, on se retrouve un peu dans la... Parce qu'en fait, les compétences en langue nous servent surtout
pour interpréter en fait des parchemins ou des vieux trucs d'une autre époque, donc c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Et du coup, ce serait plus dans le fait qu'on est historien dans le sens où au final, le fait d'être historien t'a habitué à voir ces hiéroglyphes un peu bizarres pouvant correspondre à de l'anglais ou quelque chose comme ça, mais ça correspond plus à quelque chose qu'on pourrait utiliser dans le sens au sujet de l'histoire du monde quand on recherche ces choses ou qu'on tombe sur des vieux bas-reliefs, mais pas vraiment dans des capacités de communication avec des personnages. Donc vraiment, là, à mon avis, il y a 2 arguments pour répondre à cette question. Premier argument, c'est l'idée de dire que de toute façon, Sens, c'est un jeu qui délire, on va dire, autour du langage. Donc la langue parlée par les personnages et la langue parlée par les joueurs autour de la table. Ça, c'est l'argument de la commodité. Ouais. Et puis, non, l'argument de la commodité, c'est justement celui qui dit qu'en termes de jeu, c'est plus facile de jouer. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà. Bon, les fragiles. Le cœur de ce podcast, c'est démarre après au moins 10 minutes. Oui, c'est normal. Et c'est tant mieux. Il y a l'actualité d'abord. Plus il y a d'actualité et plus il y a de questions posées sur le forum, et mieux c'est. Oui, c'est vrai. Donc tant mieux. Donc le thème, les fragiles. Alors, qu'est-ce qu'un fragile ? Alors, à quoi ça ressemble déjà, visuellement ? Alors toi, François, qui a joué un fragile pendant des années. Alors, voilà, en tout cas, la manière dont je l'ai imaginé, et du coup, la manière dont j'ai pu le jouer, j'imaginais ça comme une grosse flaque d'eau, en fait, mais qui se meut un petit peu comme un être humain normal, et qui a juste une particularité, c'est qu'elle a, disons, des yeux un peu plus imposants peut-être que des yeux humains normaux. Après, on peut peut-être discuter des variations là qui ont eu lieu. J'ai vu ça tout à l'heure. Il y a eu des changements. Moi, j'avais juste une question à te poser. C'est dans mes souvenirs lointains du jeu, les premières fois où on a joué Sens Mort, il y avait des fois où tu pouvais modeler ton corps pour ressembler à un être humain. Je me rappelle d'une fois où on allait dans une boîte pour voir un quadrilla, bref. Ouais, je me rappelle bien ça. Et en fait, on voyait pas que tu étais vraiment un fragile parce que tu avais des vêtements, etc. Et juste tu avais un visage un peu étrange. Mais du coup, est-ce que tu pouvais opacifier l'eau ou faire des choses comme ça ? Oui, c'est une super bonne question. Si je pouvais faire ça, mais ça me demandait beaucoup en énergie, donc ça me fatiguait beaucoup plus vite aussi. Donc aujourd'hui, cette énergie, ce sont les blessures mentales qui tiennent lieu de réserve. Ouais, voilà, je sais pas si ça marchait c'était comme ça. C'était déjà le cas, je crois. Ah d'accord, ok. À l'époque, okay. Ouais. Je savais plus. C'était il y a très longtemps. Ouais, mais non, mais c'était peut-être déjà le cas. T'as raison. Oui, cette fameuse là d'ailleurs, il y avait eu un épisode assez intéressant, c'est qui montre aussi l'un des grands pouvoirs des fragiles, c'est que j'avais rencontré, je crois, une personne dans les vestiaires de ce bar-là. Dans les toilettes, où j'avais pu coller mes yeux, justement, aux yeux de cette personne. Et ensuite, j'étais carrément rentré en elle et j'avais pris possession de ce corps-là. Et j'avais pu lui donner... ça, je peux le dire, il n'y a pas de spoiler. Non. Okay. Et j'avais pu lui montrer des visions absolument horribles. Enfin bref, ce qui nous avait... Tu pouvais manipuler en fait l'espace visuel des individus. C'est toujours un petit peu le cas. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ouais. C'est justement le principe de la communication, et là c'est peut-être on pourra rejoindre aussi les questions sur le langage et la perception. On reviendra peut-être là-dessus ultérieurement. Ouais. Au niveau, parle dans le micro, on t'entend pas. Donc au niveau physique, quelles sont ses capacités ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire à peu près tout, sauf que ses yeux sont un peu gênants. Donc par exemple, son corps peut passer sous des portes ou dans des serrures. Il peut, sauf évidemment si la porte, si l'écart entre le sol et la porte est trop faible, du coup si ses yeux ne passent pas, donc il passera pas. Pareil pour les serrures, enfin tout dépend de... Et du coup ça peut être intéressant parce qu'il peut faire passer une partie de son corps. Ouais. Et du coup, manier peut-être son corps derrière pour ouvrir une porte ou... Bah oui. Ah ouais, complètement, ouais. Si, ça il peut le faire. En fait, l'inspiration principale qu'on peut donner peut-être pour nos auditeurs, c'est Abyss, non ? Oui, complètement. Ouais, c'est un très très bon exemple. Alors moi je l'ai pas vu ce film. Honte à toi. Mais apparemment, il semblerait qu'il y ait des fragiles dedans. Vous l'avez vu vous ? Moi, oui, je l'ai en cassette, va falloir que je te le montre. Hein, d'accord. Quand j'ai vu Abyss, justement, je pensais aux fragiles. Mais tiens, c'est une bonne manière de s'imaginer un petit peu justement à quoi ça ressemble exactement un fragile. Bon, après il y a évidemment la question de savoir si
la question du réplioïde, enfin de la réplioïde. Ouais. Alors toi tu portais pas de réplioïde. Ouais, à l'époque il n'y avait pas de réplioïde pour les fragiles. Ouais. Ce qui a changé, ça c'est intéressant. Ouais, parce que tu atterrissais généralement dans ma ceinture cargo quand on passait dans le monde, quoi. Ce qui est strictement impossible à l'heure actuelle. Alors la ceinture cargo, je sais pas si pour nos auditeurs c'est très clair, la ceinture cargo c'était une ceinture que les joueurs de Rennes avaient, qui leur permettait de dématérialiser certains objets et de les stocker à l'intérieur de leur ceinture. Donc ça a supprimé la masse des objets, donc on pouvait enfermer un hélicoptère en gros dans son armure et le rematérialiser plus loin, quoi. Et donc avant on mettait le fragile dans la ceinture cargo pour passer dans l'ombre monde. Le souci c'est que la ceinture cargo annihile l'existence d'un individu. Donc en gros c'était une erreur de jeu, voilà, mais on n'avait pas d'autre choix pour sauver des fois la situation. Un autre argument de la commodité, quoi. Mais en tout cas, donc là maintenant ils ont une réplioïde qui leur est donnée par Solipsistes dans Sens Mort. Voilà. Tu voudrais qu'on en parle tout de suite? Ouais, moi ça m'intéresse bien justement de voir comment ça a évolué. Bah maintenant en fait la réplioïde, ils peuvent l'activer, la désactiver comme les bugs. La seule contrainte c'est que tu sais que les fragiles ils posent leurs yeux dans des flaques d'eau et puis ils animent la flaque d'eau pour faire un corps. Bon bah là avec la réplioïde ou autre chose. Ouais, ça peut être. Par exemple je crois que tu avais trippé sur de la lave à un moment donné dans. Ouais, il y avait de la lave, il y avait de l'essence, enfin à peu près toute forme de liquide. Ouais, du mercure même. Techniquement la lave n'est pas liquide, c'est visqueux, mais c'était juste pour faire chier. Mais c'est dans la base, c'est pas grave, même si c'est malléable. Ouais, malléable. Dans la base c'est dit malléable. Ouais, voilà. Dire malléable. Donc ça peut même être une espèce de truc flasque ou de la boue ou des trucs comme ça. Mais bon, en tout cas pour la réplioïde, ça encadre en fait ses yeux et du coup il peut plus faire ce pouvoir-là, il peut plus utiliser ce pouvoir-là. Alors là du coup la question qui se pose c'est est-ce que le fragile lorsqu'il met justement sa réplioïde, donc ça encadre uniquement ses yeux, et la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est du coup, est-ce que c'est deux boules qui roulent par terre ou est-ce qu'il a la possibilité avec sa réplioïde de créer un corps mécanique ou en général, quand est-ce qu'elle s'active la réplioïde? Elle s'active si jamais il devait subir des blessures. Parce que la réplioïde maintenant s'active automatiquement si tu devais subir des blessures, elle s'active pour te protéger. D'accord. Mettons que ton fragile se fasse flinguer. Il y a un mec avec un flingue qui vise tes yeux. Si la balle devait atteindre tes yeux, à ce moment-là, directement la réplioïde va s'activer et va encadrer tes yeux pour éviter que tu prennes la balle. Donc ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, le fragile peut passer dans l'ombre monde, puisque apparemment il s'agirait d'un bug. Il peut passer dans l'ombre monde et dans ce cas là il peut utiliser sa réplioïde pour éviter le choc ontologique. Donc il passe en fait et il n'est que des yeux. Le souci qui se pose c'est là que tu dis il va rouler, ça va être comme deux billes qu'il va falloir se fader, toutes les gens vont devoir les transporter dans leurs mains entre guillemets dans l'ombre monde. Mais non, parce que même si le fragile ne peut pas utiliser sa capacité naturelle à manipuler l'énergie dans la réplioïde, il peut quand même utiliser un nombre pouvoir, parce que les fragiles ont de l'ombre énergie, donc il peut quand même utiliser un nombre pouvoir pour se matérialiser un corps dans l'ombre monde. Par exemple, il va pouvoir manipuler la pierre, il dépense X points d'ombre énergie, il manipule la pierre de l'ombre sol, l'ombre pierre, et puis il se crée un corps de pierre par exemple. Maintenant ça va encore plus le fatiguer peut-être. Non, parce que là ça le fatigue en termes d'ombre énergie. D'accord, alors que les pouvoirs naturels du fragile en termes d'électromagnétisme et ce genre de choses, là ça le fatigue mentalement. Donc c'est des blessures mentales qu'il prend, donc c'est pas vraiment la même chose. Donc il est quand même aussi alerte qu'un joueur normal en fait. Sauf qu'il doit maintenir ce pouvoir d'ombre énergie s'il veut marcher comme ça. Et donc du coup il va pas pouvoir en faire d'autres. Parce que si tu fais un autre... oui. Donc mais c'est un peu sa contrainte, mais en même temps il a tellement d'avantages dans la réalité. Il a énormément de pouvoir. Alors c'est assez difficile justement de les décrire parce que un bon moyen je pense de les décrire, ça consisterait à expliquer un petit peu comment il fait, ne serait-ce que pour communiquer. Quelle est parce qu'évidemment il a pas de bouche, donc il a pas de voix. Il n'a en fait qu'un seul sens, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il n'a que la vue. Et donc pour communiquer avec ses partenaires, avec les autres, les membres de son unité, il doit moduler leurs pensées, il doit donc moduler des réseaux, des circuits d'énergie qui circulent, il doit pouvoir il agit directement sur le cerveau. Il agit directement sur le cerveau, c'est-à-dire sur la transmission comme ça d'informations via les synapses, les neurones, tout ça c'est... Donc une fois qu'il peut faire ça, il peut faire évidemment beaucoup d'autres choses, manipuler la lumière, manipuler les sons, manipuler les... dans la tête de quelqu'un en tout cas. Voilà, tout ça dans la tête de quelqu'un, il peut leur transmettre des informations à volonté. Et les gens n'ont pas forcément le choix
de filtrer ces informations, ils les subissent. Ouais. Donc le fragile est extrêmement important justement dans une unité, il faut absolument pas le contrarier. Ça peut être génial dans une recherche d'information, ça peut être vraiment pratique. Il est capable de traduire en fait les pensées de la plupart des PNJ. Parce que je dis bien la plupart, parce qu'il peut pas manipuler les pensées des immortels et il peut pas manipuler les pensées des bugs. Ouais, c'est vrai. Mais il ce qui est assez normal d'ailleurs, puisque le bug se trouve autour de la table, donc aucun d'entre nous ne peut. En tout cas, moi je ne connais aucun télépathe, mais voilà, on ne peut pas manipuler les pensées des gens à côté de nous. Alors, Justement, ça c'est intéressant. Ouais. Alors vas-y, François, tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Non, mais justement l'idée qu'il peut pas lire dans les pensées des bugs et dans les pensées des immortels. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas lire dans justement leur volonté. Ouais. Et leur volonté avec un V majuscule, c'est-à-dire en fait la volonté non pas du personnage dans le jeu, mais du joueur qui joue le personnage. Donc quand moi je jouais Fluvius n'avait pas du tout la possibilité de lire dans les pensées non seulement de... par exemple Cédric qui jouait à Gunis ou de François le joueur qui joue Fluvius quoi. Donc ça c'est important comme de le préciser je pense. Mais un truc tu peux influencer le cerveau mais tu peux influencer le cerveau mais tu peux pas lire la volonté, c'est bizarre. La volonté c'est pas quelque chose de physique dans ce sens. Alors justement toi qui travaille, alors maintenant on oublie un petit peu Sens, dans la réalité comment est-ce que vous traitez ces questions ? Vous cherchez la volonté, ça existe. Comment vous... Ça, c'est des questions moi, sur lesquelles je me suis jamais vraiment penché. Je m'intéresse plus à la philosophie du langage. Sur la volonté, qu'est-ce qu'on peut dire est-ce que la volonté existe ? Ça, c'est une vaste question. Ouais. La question, c'est peut-être pas de savoir s'il y a quelque chose comme la volonté. C'est plutôt de se dire dans quel cas on peut dire d'une action. Quel est le résultat de quelque chose qu'on pourrait qualifier d'une volonté, ou est-ce que cette action est le résultat de quelque chose qu'on pourrait appeler l'intention, ou qu'on pourrait appeler le désir, etc. Donc là on pourrait faire comme ça une sorte de classification un peu conceptuelle. Mais c'est bizarre de parler de désir et de volonté, parce que c'est le cerveau qui commande au corps. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose de physique, le cerveau. Ouais. Alors, est-ce que la volonté existe dans le monde physique tel qu'il est décrit par les sciences en fait naturelles ? Dans mon je suis pas Jean-Nico, mais moi je dirais plutôt que c'est en gros la somme de tout ce qui fait ton esprit, donc ton système, qui fait qu'à un moment précis tu vas réagir en faisant ce type d'action. C'est je sais pas si on peut appeler ça volonté, mais c'est tout simplement des réactions logiques. J'ai faim, je vais aller ouvrir la porte du frigo parce que j'ai appris que cette porte du frigo, quand je l'ouvre, normalement si j'ai fait les courses, il y a de la bouffe dedans quoi. D'ailleurs, il y a eu des expériences qui permettent, comme aujourd'hui, de déterminer la durée d'une intention. Donc, on donne une certaine tâche à faire à des gens, à des participants, et on mesure, donc on place comme ça des sortes d'électrodes sur leur scalp, et à partir de là, on mesure exactement le temps de l'intention. Et je crois que c'est quelque chose comme 200 millisecondes. Donc c'est très court. C'est très court. Donc ensuite c'est l'effort quoi. Mais bon, ça c'est hyper discuté. Est-ce que c'est vraiment une intention qui a été... ou est-ce que c'est juste la mise en marche de l'action qu'on est en train de faire ? Voilà, est-ce que c'est la délibération ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Ou est-ce que c'est juste une action ? Et est-ce qu'il faut plusieurs actions pour réussir à mettre en place l'action qu'on voulait mettre en place c'est des questions qui nous dépassent un petit peu. Ouais, franchement, moi, ça me dépasse assez. C'est peut-être pour ça aussi que je m'y suis jamais vraiment penché. C'est hyper ardu, quoi. Ouais, c'est ardu, ouais. Moi, en tout cas, je pense qu'il faudrait faire un gros travail de conceptualisation avant. Mais en tout cas, ce que je voulais faire avec Sens, c'était de montrer que le problème existait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. D'un côté, il y a le cerveau, c'est physique, mais en même temps, est-ce qu'on peut considérer que les intentions, genre j'ai faim, j'ai soif, les désirs... ce genre de choses, ça fait partie du cerveau ou pas ? Le j'ai faim, j'ai soif est certainement motivé par le corps. Maintenant, pas François le corps. Mais désolé de cette blague nulle. Mais ensuite, si je décide de boire un iced tea ou si je décide de boire de l'eau, là par contre, on rentre dans un espace peut-être plus proche de ce qu'on pourrait appeler la volonté, sauf si t'es une femme enceinte et que t'as des envies. Et là, je peux pas trop l'expliquer. Avec la du corps aussi, cela dit. Bon, quoi qu'il en soit, on revient un petit peu sur Sens maintenant. Alors, qu'est-ce que tu sais au début quand tu joues un fragile ? Par quoi ça commence en fait ? Alors là,
c'est aussi la faute du MJ. Oh, le méchant MJ. Lorsque tu joues un fragile au tout début, en fait, tu ne sais à peu près rien. C'est-à-dire qu'on te dit juste que tu as des yeux, tu peux manipuler l'eau, etc. Tu peux communiquer de façon, extrêmement différente. Attention à ton micro, franchement. Ouais, pardon. Ouais. Et ce qu'on t'apprend quand même, ça c'est absolument capital, c'est que tu as des cauchemars. Ouais. T'en as même beaucoup, puisqu'un fragile se repose beaucoup. Ouais. Et dans ces cauchemars, tu as des visions de torture. Tu as des visions de Miphos. Donc, tu as quand même les moyens d'imaginer un petit peu que quelque chose s'est passé avec Miphos. Et tout ça fait que tu as toujours cette sensation très présente, très forte, même si tu n'en as plus les souvenirs concrets. Ouais. Qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'il y a un os dans le pâté avec Miphos. Et tout ça te convainc de l'idée qu'il faut absolument rejoindre les bugs. C'est là où on peut faire quand même une petite distinction, parce qu'on avait parlé de l'archétype de l'amnésique dans un ancien podcast. Ouais. C'est que là, t'es pas entièrement amnésique, t'as quand même des flashs. Des choses qui font que t'as un objectif. Parce que l'amnésique, point de vue de l'objectif, c'est un peu plus dur à jouer. Là, t'as quand même un objectif qui se met en place. Alors, quels étaient les flashs que tu avais lorsque tu jouais avec Fluvius ? C'est des flashs de torture, des flashs où on subit. Ouais, c'est ça. On subit en fait des sortes d'expériences. C'est un peu bizarre. C'est comme lorsque on est à l'école et puis on a des langoustines qu'on doit. Vous savez, on doit les découper. C'est un peu pareil en fait. Mais sauf que là, c'est nous la langoustine. Du coup, voilà, on subit des expériences, on a des tortures, on subit des tortures et on a presque mal. Du coup, quand on est un fragile, on a toujours des sensations de douleur, etc. Donc c'est un personnage qui est toujours un peu froid, un peu torturé, quoi. Mais un peu torturé, mais qui sait exactement où il va. Ouais. Et donc le but, ça va être de se venger de Miphos qui, a priori, pratiquait ces expériences. C'est ça. L'objectif, il est très simple. Comment ça se fait qu'un fragile connaisse Solipsis au début de sa partie ? Je te vois faire des grimaces là. Ouais. Alors là, écoute, c'est une très très bonne question. Lorsque moi je l'avais joué, je crois que les choses avaient été beaucoup plus simples. Ouais. Maintenant, je sais pas exactement toi comment tu le. Alors, on découvre les fragiles dans le scénario juste avant Aqua City. Ça, tu te souviens de ce scénario ? Toi, tu l'avais fait en tant que bug. Ouais, je l'avais fait en tant que bug, ouais. À l'époque où donc tu jouais encore Maverick. Qui était le mécano de la bande, un peu le looping de sens. Quoi. Ouais, c'est ça. Le fou. Quoi. Et donc. Qui a comme sauvé la lune, je le précise. En se sacrifiant. Donc, et donc à ce moment-là, ensuite, au moment où on découvre les fragiles, on voit qu'il s'agit juste de petites perdures. On les ramène à Solipsis, mais à ce moment-là, ils connaissent déjà la résistance. Et c'est parce qu'ils ont entendu des choses genre Solipsis rejoint Solipsis. Ouais, mais du coup, la question se pose de savoir comment ils ont fait pour savoir ça. Ouais. Et c'est assez bizarre quand on sait d'autres choses après que qu'elle va pas faire référence ici pour laisser le suspense peut-être, mais. Non, c'est vrai que c'est une très bonne question ça. Donc, toi tu sais, est-ce que tu penses que tes parties t'ont donné les éléments de réponse pour Mais est-ce que c'est les fragiles qui ont entendu parler ou vu d'une certaine manière Solipsis, ou est-ce que c'est Solipsis en les découvrant, donc en les aidant, qui leur a insufflé comme ça une sorte d'énergie positive en Solipsis, je sais pas. Ouais. Toi, tout à l'heure en préparant ce podcast, tu me disais un truc intéressant. Tu disais, est-ce que finalement leur pensée leur appartient, ou je sais plus comment tu formulais ça. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'un fragile, quoi, au final ? Tu me disais ça, tu me demandais parce que tu trouvais qu'il. Ah oui, non. La question que je te posais, c'était de savoir est-ce qu'il y a une différence chez eux entre percevoir et, par exemple, croire ou penser. Ouais. Est-ce que finalement le contenu de leur perception n'est pas d'emblée strictement identique à un contenu de pensée. Ce qui n'est pas forcément le cas pour des humains comme nous, en fait. Là, peut-être expliquer, si on voit par exemple l'illusion de Müller-Lyer, on présente deux flèches. La première flèche a les crochets placés vers l'extérieur, la seconde flèche qui se trouve en dessous a les crochets vers l'intérieur.
Ouais. Et donc, lorsqu'on perçoit ces deux flèches, on ne peut pas s'empêcher de les percevoir comme l'une étant plus longue que l'autre. Alors qu'on sait qu'elles sont de même longueur. Ouais. Donc là, on dit il y a deux états informationnels différents, un état perceptif et un état de croyance. Ça nous permet de faire la différence entre les deux. D'accord. Dans le cas du fragile, est-ce que peut y avoir cette dissociation entre la perception et la croyance, par exemple? Et toi, tu penses que oui ou tu penses que non? Je pense que oui, puisqu'il y a évidemment la différence, le problème des fameux trous noirs. Ouais. Donc ils sont... je sais pas si je peux rentrer dans les détails là-dessus. Vas-y, lâche-toi. Je me lâche. Alors l'idée, si je me rappelle bien, parce que... Vas-y. L'idée, c'est que ces fameux trous noirs, donc ces choses que les fragiles ne peuvent pas percevoir alors qu'ils peuvent voir absolument tout, sont justement les choses qui leur sont insufflées par la volonté du joueur. D'accord. Donc c'est la volonté du joueur en fait, ce trou noir. Donc du coup, c'est la volonté du joueur. Donc là, il y aurait une différence justement entre perception et croire, mais du coup, c'est pas vraiment la croyance du fragile lui-même, c'est la croyance du joueur. D'accord. Mais dans le cas du fragile tout seul, est-ce qu'il peut y avoir cette différence? Et moi j'avais une toute petite question. Vas-y, c'est que du coup là, ces trous noirs qu'on perçoit quand on est un fragile, même si c'est un lien, on va dire, avec la volonté du joueur, comment est-ce que le fragile l'aperçoit? Est-ce qu'on découvre une sorte de nouveau sens comme on pourra en voir dans Sens Nothingness? Exactement. C'est-à-dire en fait, si on réfléchit bien à ce que sont les mantis, justement, à ce que sont les fragiles, alors à ce que sont les fragiles, en fait on s'aperçoit que globalement ils disposent des sens, enfin que leur vue dispose de la capacité de voir dans l'esprit et en plus de voir dans les ténèbres, dans l'ombre, ce que dans Sens Néant on appellera les mantis et les alvéas. Donc là aussi vis-à-vis des expériences qu'ont subi les fragiles, est-ce qu'il n'y a pas quelques pistes déjà pour les futurs MJ de savoir ce que sont les fragiles? Je pense qu'il y a déjà, on a déjà donné quelques pistes. Et du coup, on pourrait penser que, au contraire, il pense qu'il ne voit pas. Là, il voit encore mieux puisqu'il voit finalement un petit passage du monde réel qu'est le nôtre. Et donc, ce serait des sortes de visions qu'ils ne comprendraient pas peut-être. Ouais, là-dessus, je pense que Sens Cosmo apportera des éléments de réponse. Mais je pense qu'il faut laisser, pour l'instant, le trou noir. Il faut laisser le MJ. Mais c'est parce que si le MJ voulait quand même les jouer un petit peu, fallait donner. Genre, tu vois une sorte de pied. Je crois qu'il y a des explications. De données sur ce trou noir à la fin dans l'appendice de. Dans l'appendice de Sens. Il y en a. Donc, alors, quoi qu'il en soit, à un moment donné, on relisait un petit peu ce dont il était question pour les fragiles dans le livre. Et à un moment donné, François, t'as dit cette chose assez étrange. T'as dit, mais c'est pas de la vue leur truc. C'est ça justement un petit peu aussi la difficulté de jouer un fragile, c'est qu'évidemment quand on le joue, nous on utilise notre vue, mais il faut qu'on soit capable de faire comme si on pouvait aller au-delà justement de simplement ce qu'on voit d'un point de vue ordinaire. Mais à partir du moment où on peut voir autre chose ou différemment, il faudrait presque inventer un nouveau terme, quoi. Mais bon, après, est-ce que ça serait très commode? Je sais pas, mais c'est vraiment pas de la vue, quoi. Ils ont accès à tout, absolument à tout, quoi. On pourrait appeler ça le fragiloum ou un truc comme ça. La vueum, le bizarros. Non, parce que même en termes de jeu, c'est un truc auquel les joueurs qui prendront un fragile devront penser. C'est-à-dire pas juste regarde dans son esprit ou regarde ce qu'il a dans sa poche, c'est regarde au niveau atomique si c'est vraiment un être humain par exemple. Il peut voir tout ça, il peut voir d'abord il peut voir à travers les murs lorsqu'il se concentre. Il peut voir à travers absolument toute matière, quoi. Sauf une matière évidemment qui est la philonite. Voilà. Donc ça c'est un des trucs aussi. Voilà, pourquoi on ne le sait pas encore. On ne le saura pas encore maintenant. Comme dirait l'autre, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Exactement. Alors, est-ce que toi, par rapport à ce qui a changé sur le fragile, François, il y a quelques questions qui émergent suite à la lecture qu'on a fait en préparation de ce podcast? Non, à part justement le fait qu'il puisse maintenant posséder un replioïde, savoir exactement comment il s'en sert, qu'est-ce qui
qu'il peut faire avec le réplioïde. Moi je comprends bien toute l'importance justement qu'il puisse en avoir. L'idée en fait de donner une réplioïde fragile. Alors première chose, l'idée c'est de donner l'indice vis-à-vis de son identité, de sous-entendre qu'il pourrait s'agir éventuellement d'un bug. Voilà, ça c'est la première base. Et puis il y a aussi l'idée que si le fragile ne peut pas passer dans l'ombre monde, il va rater des moments essentiels de la chronique de Sens Mort. Donc il faut à tout prix qu'il puisse passer dans l'ombre monde, c'est vraiment... Mais en fait, ce qui était assez incohérent, finalement, c'était de la lui refuser quand on y réfléchit à son complètement, histoire. non mais c'est vrai. Donc il fallait mieux... c'est très sensé. Donc, alors maintenant, comment il s'en sert dans l'ombre monde ? Est-ce que tu as d'autres questions ou pas du tout ? Écoute, il faudrait que je le joue. On va peut-être voir ça d'ailleurs dans pas longtemps. Un appel est donné. Un appel est donné. Moi, je voulais parler d'un truc à propos des fragiles qui me semble important, le fait qu'ils parlent à la première personne du pluriel. Oui, exact. Et qui ne veut pas dire qu'ils sont schizophrènes, quoique, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. Mais du coup, ça donne une capacité assez... Enfin, ça donne quelque chose d'assez drôle à jouer, puisqu'on dit nous en pensant je. Parce que nous, on parle de nous en tant que je, et dire nous sous-entend que peut-être peut y avoir des sortes de dichotomies dans sa personnalité et des choses en plus. Ouais, mais il y a comme un intérêt, enfin une différence, c'est que Fluvius est totalement différent des autres fragiles. Aussi. Donc même quand il dit nous, lorsqu'on le joue, c'est assez simple. Qu'est-ce que tu entends par différent des autres fragiles ? Mais justement, la question c'est que lui peut porter le réplioïde, lui peut communiquer avec les autres, lui pourrait devenir je au fur et à mesure. Pourrait devenir je, et lui, est-ce que c'est un bug ? Justement pour lui, la question se pose, pas pour les autres. En tout cas. Alors là, il faut bien se dire un truc aussi, c'est que dans les nouvelles présentées dans Sens Mort pour présenter les scénarios, enfin les scénarios, c'est un bien grand mot, mais disons le bac à sable que prend Sens Mort et puis l'histoire qui va s'y dérouler, le fragile s'appelle Fluvius, mais dans la table d'un autre maître de jeu, il portera peut-être un autre nom. Oui, complètement. Mais effectivement, tu as raison de dire que le fragile qui aura cette réplioïde est un fragile spécial. C'est un fragile spécial. Alors, est-ce que c'est lié justement à ce qu'il était peut-être avant ? Probablement. Mais bon. Probablement qui veut dire oui, mais on ne vous en dira pas plus. Je pense qu'il faut se concentrer sur des choses utiles. Pourquoi est-ce qu'il dit nous en fait, le fragile ? Parce qu'il dit qu'il a des voix en lui, c'est ça ? Ouais, exactement. Des choses qui murmurent. Moi, je me suis posé la question en lisant le bouquin, si c'était pas en rapport avec les trous noirs et si c'était pas les murmures autour de la table qu'il entendait. Je me suis toujours posé cette question, moi. Bien vu, ça. La réponse est non. En fait, je suis un peu déçu. Pareil. L'idée du fragile, c'est de dire l'identité d'un individu, c'est une limite. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on parle de notre identité ? En fait, quand on dit je, on fait référence à toutes les expériences qui m'ont concerné ou toutes les expériences que j'ai vécues. Donc c'est-à-dire qu'en fait, oui, tu changes de verre systématiquement, François. Je te vois, je te vois de gars. Mais putain, mais tu bois dans mon verre. Mais ça va pas ou quoi ? Non, mais c'est parce que ce verre-là, il est sur la table depuis des mois, je suis sûr. Donc je me méfie un peu. Pas des mois, mais des semaines. Des semaines, voilà. Mais l'autre, c'est hallucinant. Je vais m'en servir pour la peine. Non, mais en fait, s'il dit nous, c'est nous quand on dit je, on fait référence à nos expériences. Et moi, ce que je voulais signifier par ce nous, c'est que l'expérience du fragile est beaucoup plus vaste. Il sait pas qui il est en fait. Nous, si on a une identité personnelle propre, c'est parce qu'on est limité. Par exemple, on peut pas voir au-delà des murs de cette pièce. On peut pas voir au-delà des murs quand on est dans un couloir. Donc on sait où est notre corps en fait. On sait où est notre corps. Mais imaginez que vous ayez une vue qui vous permette de traverser les murs, de voir à l'autre bout de la planète. Vous savez où vous êtes ? De voir le cerveau des êtres humains. De voir le cerveau des autres êtres humains. C'est pour ça que dans la base, tu disais qu'il perdait le principe de l'espace-temps. Oui, en fait, il perd progressivement. En fait, on sait, enfin c'est sous-entendu, on sait que c'était des humains avant. Je veux dire, on fait pas un gros spoiler en disant ça. C'est clair et net, ça se ressent. Et ils sont en train de perdre leur humanité à cause de leur sens, ce sens qui n'est plus à proprement parler de la vue, comme le disait François tout à l'heure. Ils sont en train de perdre quelque chose, ils sont en train de perdre leur humanité. Ils sont en train de devenir des sortes de dieux en fait. Exactement. Et puisqu'ils connaissent la totalité des faits en train de se passer. Alors, ils connaissent pas la totalité des faits, mais ils ont accès à une bonne partie de cette totalité. Non, mais en train de se passer, ils ont accès à une bonne partie. Du coup, ils ont accès à une bonne partie du monde. Et qui connaît la totalité des faits du monde devient le monde. Donc, ils commencent à devenir une sorte de monde à eux seuls. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils perdent progressivement leur humanité, qu'ils s'expriment. Oui, c'est ça, ils sont un tout, quoi, en fait. La forme du nous. Voilà, c'est ça. Ils ressentent, en fait. Alors, c'est pareil. Ils ont la capacité de voir l'énergie. Ils ont la capacité de voir l'électricité défiler dans les corps, etc. Et donc, du coup,
il voit en fait toutes les connexions que nous on voit pas. Il voit par exemple que ta bioélectricité, elle circule dans ton corps, mais elle voit aussi qu'il y a de l'électromagnétisme qui circule à droite à gauche entre toi et le monde. Et donc, quand il voit le monde, il voit pas vraiment des individus. Il voit qu'un espèce de grand réseau d'énergie qui est entièrement connecté. Donc, il voit un espèce de tout en fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, Fluvius dans les nouvelles dit à Solipsis, je ressens l'unité du monde en fait. C'est ça. Mais quelque part, il regrette ce sentiment. Parce qu'il perd en même temps sa subjectivité, quoi. C'est pour ça que ta question tout à l'heure, François, en préparation du podcast, sur est-ce que finalement ses croyances et sa perception, ses croyances, oui c'est ça, et sa perception sont pas mêlées, c'est super intéressant. Ce dont tu parles me rappelle énormément un livre qu'a écrit Asimov. Alors je vais pas retrouver le nom, c'est sur une planète que rencontrent des êtres humains, et je dis bien que rencontrent des êtres humains, puisque la planète, en fait, il y a une sorte de réseau de plein de petites bêtes, et en fait la planète devient une sorte d'énormes créatures fées. Il y a une sorte de monde, et en fait ceux qui rentrent en contact avec elle perdent la raison puisqu'ils rentrent en contact avec un univers. Ah ouais, là il faudrait retrouver la référence, ce serait sympa de la mettre au moins dans les commentaires. C'est Némésis. Némésis. Ouais. Ok, donc c'est cool. Bah, et moi en tout cas quand j'ai créé le Fragile, j'ai pensé à un autre film qui est un film un peu comme on appelle ça, un film à poêler, hein. C'est un film à poêler parce qu'à une époque en fait avec Dédé et Bobo regardait, donc Benjamin Béliès qui présente ce podcast avec nous d'habitude et qui n'est pas là aujourd'hui, regardait en fait des films en se faisant des poêlées campagnardes en fait. D'accord, donc un film à poêler, voilà, des nanars, d'accord. C'était des nanars. Et ce film s'appelle Powder. Et c'est l'histoire d'un gars en fait qui, à un moment donné de sa vie, se fait frapper par la foudre et qui en fait acquiert. Alors je sais plus s'il acquiert ou s'il naît comme ça. Il me semble qu'il naît comme ça et qu'il se fait frapper par la foudre. C'est une conséquence de son pouvoir. Il a le pouvoir en fait de voir comme ça les échanges énergétiques. Ça me dit quelque chose. Et il se fait pas frapper par la foudre d'ailleurs en sortant de sa bagnole ou. Je sais. Moi, je me rappelle très bien de ce film. Sur l'affiche, vous voyez un être qui court avec des. Il est très très pâle. Derrière, vous voyez, il y a un ciel très sombre avec un éclair. Ouais, c'est ça. Et en fait, il est habillé tout de noir et vous le voyez qui court dans un champ. Et c'est. Ouais. Alors, le film casse pas trois pattes un canard, c'est vraiment ça ressemble à un nanar, il y a des trucs, mais alors il y a des éléments super intéressants sur la psychologie de ce gars-là. C'est-à-dire, il est complètement à la masse au niveau de ses cours, il peut pas rencontrer les gens parce que il provoque certains événements fâcheux pour eux, et donc il y a toute une explication en fait pseudo-scientifique de son état et de la manière dont il perd sa subjectivité qui était très intéressante. Vraiment, si vous avez l'intention de faire jouer un Fragile à votre table, chers auditeurs, je vous conseille de regarder ce film, même si vous allez subir. Donc en gros, vous allez regarder Abyss, vous allez regarder Powder, vous allez lire un livre d'Asimov. C'est clair que si déjà vous avez en tête ces trois références, c'est clair que le Fragile pour vous ce sera. Et puis c'est vraiment très agréable à jouer, quoi. Ouais. C'est vraiment très agréable parce qu'il est différent de tous les autres persos. Donc du coup, il a une certaine autorité en fait, une certaine curiosité. Donc ça donne une super bonne ambiance autour de la table, je trouve. Et le fait qu'il te parle par télépathie un peu comme ça, c'est. Ouais, voilà, ça donne vraiment un jeu assez intéressant, quoi. De toute façon, plus on avance dans le sens, plus on a d'archétypes, plus l'ambiance autour de la table elle devient bien. Clair. Soyons clairs. Bon, ça c'est valable pour votre table de. Je pense que c'est valable sur les autres tables aussi. Je pense qu'à partir du moment où tu as des curiosités qui naissent avec les archétypes, une alliance entre un Némésis et un chat, par exemple, ça pourrait être rigolo, quoi. Ouais, bah oui, c'est ce que tu jouais. Il y a des vidéos d'un des scénars où tu joues. Mais je pense au chat, mais parce que je l'ai joué, mais ça peut très bien être une souris ou. Bon, on va pas parler des Némésis ici. Est-ce qu'il y a encore des questions que vous voudriez voir traitées ou pas, ou on a fait le tour plus ou moins? Après, ce sera aux gens. Je pense que c'est sur le blog de la cellule qu'il faudra qu'ils posent des questions. Moi, sur le moment, j'en ai plus trop en tête. Là déjà. Sauf sur les pouvoirs, je pense que l'imagination, ça jouera beaucoup. Sur les pouvoirs. Les pouvoirs du Fragile. Ouais. C'est à partir du moment où vous tripez l'électromagnétisme, etc. Laissez-vous aller, quoi. Laissez parler votre imagination. Ouais, faut pas hésiter à faire des jets de vue, essayer de trouver le plus de choses possibles. Il n'y a plus de jets de vue maintenant, c'est sans dé. Ah bon, il n'y a plus de jets de vue? Non, c'est sans dé maintenant. T'as joué à l'ancien système, mon Dieu. Moi je suis un ringard, alors du coup. Mon monde s'écroule. Donc oui, on va te faire un petit scénar, je crois. Ouais, il est temps que je me remette à jour, là. Donc oui, laissez parler votre imagination et puis ensuite c'est à la discrétion des MJ à mon avis de dire si ou non ça passe. Ouais, clairement. Alors est-ce que toi ça soulève des questions philosophiques, mon cher François, autour de la réalité des fragiles?
Quand on a lu tout à l'heure en préparation de ce podcast un peu tous les trucs qui... Des questions philosophiques sur quoi? La réalité du fragile? Ouais, enfin je veux dire, un joueur qui joue un fragile, quel genre de questions il va être amené à se poser Tu veux pas... Non, c'est pas ça, c'est que... C'est vaste. Moi j'avais peut-être... Ouais, c'est vaste, mais j'avais peut-être d'autres attentes, moi, quand je jouais à Sens aussi que d'autres joueurs. Je voudrais pas non plus... C'est marrant, ça. Ouais, non, c'est pas forcément... Quel genre d'attente t'avais quand tu jouais à Sens? Bah, c'est-à-dire que moi, tu sais comment j'étais, donc pour moi, Sens, c'était beaucoup un divertissement, c'était beaucoup un moyen de penser à autre chose, etc. Donc j'ai pas mal dissocié, en fait, mes études de philosophie, ou là, aujourd'hui, mes études de sciences cognitives, d'un jeu comme Sens. Ouais. Mais je sais que toi, ça te tient beaucoup à cœur, justement, que ça soulève en nous beaucoup d'interrogations, etc. Mais tu vois, par exemple, les questions sur la liberté, le déterminisme, moi j'ai toujours pensé que c'était des fausses questions philosophiques, en fait. Alors vas-y, développe. Non, mais je veux pas te développer. Je veux dire, là, je pense que d'abord on pourra jamais déterminer clairement une réponse définitive ou unilatérale là-dessus. C'est bizarre quand même, parce que toi tu travailles en collaboration avec des scientifiques. Est-ce que quelque part c'est pas le rêve des scientifiques que de vouloir trouver toutes les lois qui régissent l'univers? Ouais, mais quand bien même on connaîtrait toutes les lois, je vois pas en quoi ça éliminerait la liberté humaine. Bah si on connaît toutes les lois psychologiques qui régissent un esprit humain, la liberté humaine subit un grand coup quand même, non? Non, pas du tout. Bon. Non, pas du tout. D'ailleurs, on sait déjà beaucoup de choses sur le conditionnement humain. Ça ne nous empêche pas de vivre normalement, Dieu merci. Mais donc avoir l'intuition d'être libre, ce n'est pas forcément être libre. Enfin, je sais pas. Moi j'ai l'impression d'être responsable de mes actions, ouais, il y a certains choix qu'on subit peut-être, mais sinon non, je suis à peu près libre de faire ce que je veux, de penser ce que je veux. Mais c'est une des questions qu'on traite aussi dans le sens, c'est qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont pas libres et ils ont absolument rien à faire. C'est le problème quand on arrive sur Sens Mort. C'est vraiment une question d'opinion. Il y en a qui désirent savoir qu'ils sont libres et exprimer cette liberté, et il y en a ils en ont absolument rien à faire et vivent leur vie. Qu'ils sachent ou non qu'ils sont libres, ça n'a pas d'importance du moment qu'eux ont l'impression qu'ils vivent comme ils l'entendent. Ouais, d'ailleurs, pour y avoir un argument intéressant là-dessus, mais j'ai jamais creusé, en admettant qu'il y ait des lois psychophysiques qui soient donc valables pour l'ensemble de l'humanité, ce qui est peu probable, il n'empêche que les gens ont tous des volontés, des désirs différents. D'accord. De toute façon, donc je vois pas en quoi l'idée de déterminer une structure commune comme ça de la pensée affecte l'idée qu'on soit libre. Ça me paraît très bizarre en fait, mais... En fait, peut-être le fait, parce que quand tu parles de liberté, Rome, c'est une liberté totale, je pense, avec un côté vraiment, vraiment extrême. Ouais, et toi, tu dissocies en fait le principe de l'esprit avec le principe de liberté. Tu penses pas que la liberté soit déterminée forcément par ton esprit? Pour moi, à partir du moment où il y a des déterminismes psychologiques qui régissent les pensées d'un individu, cet individu peut pas être dit libre. Non, mais je suis désolé, mais quand on arrive... Là, c'est des contraintes, en fait. Mais c'est comme un artiste qui doit peindre sur un tableau. Bah, il est contraint par l'idée que son tableau doit être... ça va être une représentation bidimensionnelle, que son tableau, il fait peut-être pas 15 km de long, mais 10 cm. Donc c'est des contraintes comme ça physiques. Mais est-ce que ça veut dire que l'artiste n'est pas libre de peindre ce qu'il veut sur cette surface-là? Non. Ouais, mais est-ce que ce que veulent découvrir les psychologues et les scientifiques, c'est ce genre de contraintes? Non, parce que d'abord, la plupart des psychologues s'accordent à penser que tous nos concepts de volonté, tout ça, c'est pas des concepts dits d'espèces naturelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de variations conceptuelles. Il n'y a pas quelque chose comme la volonté, il n'y a pas quelque chose comme l'intention, comme le désir. Et donc tout ça, c'est des illusions humaines alors en fait? Ouais, tout ça, c'est des concepts en fait. Mais de là à dire qu'il y a une sorte de miroir dans la réalité de ce à quoi ça correspond, ça me paraît quasiment impossible en fait. Et un doux rêve, quoi. Mais donc pour toi, la liberté, ça existe ou pas? Ouais, bien sûr que ça existe, évidemment. Là, j'ai absolument l'entière liberté de dire ce que je pense, par exemple. Je suis pas du tout influencé. Mais imaginons, alors je reprends mon argument, imaginons qu'on découvre qu'il y ait des lois psychologiques qui régissent l'esprit humain. Parce que
Enfin, ce débat paraît décalé par rapport au fragile, mais en fait, c'est vraiment le débat du fragile. C'est s'il y a des lois psychologiques qui régissent l'esprit humain, est-ce que cet esprit est libre? Est-ce que par exemple, si j'accuse quelqu'un d'avoir tué sa femme, il dit l'avoir tué librement, oui, mais si je découvre qu'il y a des raisons psychologiques et qu'il était déterminé à faire ce geste, est-ce que quelque part, il peut être accusé de la même manière Enfin, tu vois, alors, je vais reformuler ça clairement. Si on sait que ce mec était déterminé par des motifs psychologiques que l'on connaît, qu'il y a des lois qui existent pour comprendre cet acte, comprendre les causes de cet acte, est-ce qu'on peut l'accuser d'avoir tué sa femme, ou est-ce qu'on peut juste dire ah bah c'est pas de bol, la nature a été faite ainsi, les lois telles qu'on connaît les lois de la nature, de toute façon cette femme devait mourir, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu ce que disent les gens quand Mythos Quadria découvre Cosmo et Rebirth. Évidemment, si la personne qui commet un crime parce qu'elle est, je sais pas moi, parce qu'elle est schizophrène, etc., ou elle souffre d'un dédoublement de personnalité, donc elle est pas... Dans ce cas-là, évidemment, tout le monde dira qu'elle n'est pas entièrement responsable de ses actes. Donc au mieux, elle sera internée. Elle ne sera pas enfermée, forcément... Non, mais est-ce qu'on peut dire de cette personne qu'elle est responsable de son geste? C'est ça ma question. La loi a tranché pour toi, hein. Elle dit qu'ils sont pas responsables. Hein. Non, ils sont pas responsables, justement. D'accord. Mais est-ce que ça pose pas un problème, ça, quand même Si, évidemment que ça pose beaucoup de problèmes. Des problèmes juridiques, d'ailleurs, mais des problèmes philosophiques aussi. Mais je vois pas en quoi ce type de question est forcément lié à la question métaphysique entre liberté et déterminisme. Là, c'est des questions... Non, moi, je parle pas de liberté métaphysique, je parle juste de liberté psychologique, pour l'instant. Parce que, en fait, quand Mythos Quadria découvre que l'ombre monde et le monde réel fonctionnent en parallèle, il découvre que à partir des causes initiales que sont les runes de Dieu, tout en découle. Que le monde ne peut pas évoluer différemment. Ça, c'est de la liberté métaphysique. Il découvre que la liberté métaphysique n'existe pas. Mais donc, lorsque cette liberté métaphysique n'existe pas, comment ensuite peut-on découvrir de la liberté psychologique? Les gens dans les prisons sur Séléné se révoltent contre leur geôlier en disant non, on n'est pas responsable des crimes qu'on a commis, ce sont les runes qui sont coupables. Comment est-ce que... Et toi, tu dis, la liberté, ça existe. Imagine, par exemple, que le rêve de Mythos se réalise. Tu considérerais toujours que la liberté existe? T'as l'air de dire que oui. Du fait qu'on subisse certaines interactions causales, peut-être c'est une chose. Mais de là à dire qu'on n'est pas libre psychologiquement ou absolument, c'est autre chose. Évidemment qu'il peut y avoir certains événements dans notre vie qui nous ont marqués d'une certaine manière et qui vont affecter nos choix ou nos actions sans forcément qu'on en ait conscience. Ça me semble relativement évident de le dire. Mais est-ce que ça veut dire que pour aucune de nos actions, cette dernière est effectuée de façon libre? Je pense que c'est un pas qui me semble un peu abusé de franchir, quoi. C'est là que je serais tentée de te rappeler certaines choses de Wittgenstein ou ce dont on ne peut parler, il faut se taire. La parole, faut le dire. Pardon, ce dont on ne peut parler, il faut se taire. On pourrait... Moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. Quels que soient tous les déterminismes psychologiques qu'il pourrait y avoir, quels que soient tous les déterminismes physiques que les humains ont, il n'est pas dit que pour un même déterminisme psychologique et un même déterminisme physique, des êtres humains fassent la même chose, parce qu'il y aurait autre chose, genre comme la volonté dont on parlait tout à l'heure, qui pourrait être mise en place. C'est quelque chose qui va ailleurs. Mais est-ce que cet espace de liberté peut-il être prouvé ou pas? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Mais justement, en fait, c'est toute la question. Et ça, ces questions-là, François, tu te les ai pas posées en jouant un sens? Si, inéluctablement, parce que de toute façon, tous les joueurs se la posaient. Donc, tu te rappelles, on a passé un nombre incalculable de soirées à y réfléchir. Non, par contre, moi, une des questions quand même qui m'a souvent un petit peu tarabiscoté l'esprit, c'est plus justement sur ce qu'est un jeu, sur la nature de la fiction, etc. Ça, c'est des questions, encore une fois, qui sont conceptuelles, mais qui me semblent assez intéressantes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un jeu? Je vous enjoins à essayer d'y répondre. Il va falloir se lever tôt le matin pour y répondre. Oui, et d'ailleurs, techniquement, même si on parlait de liberté et tout, moi je me rappelle très bien qu'avec Cédric, on parlait plus des questions ontologiques qui étaient liées à ce jeu, genre... Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas? Si moi, dans la réalité, là, je vois une table, est-ce que mon personnage qui voit une table voit vraiment une table?
Ouais, je pense qu'en fait les questions, on se les pose en fonction aussi de ses propres intérêts, quoi. Ouais. Et des scénars auxquels on est confronté aussi. Alors par exemple, pour toi, un fragile tel qu'il a été décrit là, quel serait moi, l'intérêt, c'est justement toutes ces capacités cognitives qu'il a, qui sont de pouvoir recevoir un nombre infini d'informations, de pouvoir les stocker aussi en mémoire, parce que ces informations-là, il les stocke en mémoire. Il en a une capacité infinie, oui et non. Il a que ce que lui décrit le maître de jeu comme information. Mais il peut y avoir de la réification ontologique, il peut demander plus. Ouais, il peut demander plus. Il peut toujours demander plus, soit, mais reste qu'il est limité à ce que lui dit le maître de jeu. C'est là qu'on rejoint la différence dont on parlait tout à l'heure avant le podcast pour ce genre de personnage, à savoir qu'on est forcé, c'est comme pour le langage dont on parlait tout à l'heure, de jouer le personnage comme s'il était en train de devenir fou, divin, etc., alors que soi-même on ne l'est pas. Et du coup, ça donne si on veut vraiment jouer, je crois qu'on discutait tout à l'heure, le personnage en roleplay, on est censé prendre ça en compte, mais évidemment que notre personnage à nous, à moins de décider d'écrire sur un papier tous les faits dont on aura conscience à chaque moment dans sens, ce qui serait impossible, voilà, on ne pourra jamais jouer le fragile tel que le fragile existe réellement dans la fiction. Oui, complètement. Alors est-ce que c'est un personnage injouable du coup ? Ah non, c'est pas un personnage injouable, puisque dans ces cas-là, aucun personnage n'est jouable. Ouais. Et puis en plus, c'est un personnage à jouer. Vraiment, non. Toi tu le conseilles. Ah oui, il faut le jouer, le fragile. Non, sinon dans ces cas-là, on joue que des choses qui nous ressemblent. Je veux dire, ce serait limiter la fiction à tout ce qu'on connaît. Heureusement que l'être humain peut imaginer, heureusement qu'on peut imaginer des choses qui dépassent un peu notre entendement, sinon ce serait horrible. Je sais pas qui d'autre a joué un fragile d'ailleurs. Moi j'en ai fait un, Thomas a hésité à en faire un, Pierre est-ce qu'il en a fait un ? Non, il n'en a pas fait. Voilà, il y a eu des tentatives. Moi j'en ai joué un, j'ai monstre tripé. Mais tu vois, c'est parce que ces questions-là m'intéressent énormément. Mais pour moi, le fragile n'est pas un personnage indispensable à une table de sens. Pour moi, les deux personnages indispensables, c'est le bug et le quadrilla de Rebirth. Bien sûr. Non, mais là, c'est évident. Oui, mais dans tous les cas, je veux dire, évidemment qu'on choisit toujours un personnage en fonction des questions qui nous intéressent. Et dans tous les cas, Sens est un jeu qui pose des questions, donc heureusement qu'on rajoute des archétypes. Justement, quelles questions imagine, tu t'es MJ de Sens, tu vois un joueur qui se pose telle ou telle question, comment est-ce que tu vas lui conseiller un personnage ? Par exemple, quelle question ? Moi déjà sur l'alliance entre l'esprit et le corps, puisque voilà. Flavius a un corps qui peut se casser. D'accord. Sur le principe des faits, comment tu réagis quand tu sais autant de choses, quand tu as des voix dans la tête, quand il y a des sortes de trous noirs. Moi c'est un truc qui m'aurait fait grave triper, qu'est-ce que tu vois dans ces trous noirs, puisque toi tu n'as pas la même obscurité que le reste des gens. Et au niveau de l'interaction sociale, quelles questions ça pose ? Ça pose aussi des questions d'intégration ou de refus. C'est vrai. C'est un personnage extrêmement riche, que ce soit au niveau de l'aspect social, communicatif ou philosophique. Je veux dire, il y a plein de choses au niveau de l'amnésie. Comment on fait pour vivre en ayant des choses qu'on a oubliées et en même temps des choses qu'on a finalement. Est-ce que c'est important de retrouver sa mémoire quand on a autant de faits qui nous attaquent ? Est-ce que c'est pas quelque part un personnage de philosophe, le fragile quand même ? Est-ce qu'on peut le jouer ? Est-ce qu'on peut l'interpréter sans être un... Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Avec un peu d'imagination. Il y a des films genre Matrix, tu peux le voir dans l'aspect philosophique, et tu peux le voir juste pour l'entertainment américain. Le fragile, enfin, moi ce que je souhaite pour ce personnage, c'est que les capacités qu'il a obligent les joueurs à explorer l'aspect philosophique de son... Il sera certainement obligé, ne serait-ce que pour pouvoir le jouer en roleplay. Ouais, tu penses ? Pour toi, c'est sûr ? Ouais, mais c'est obligatoire pour quasiment tous les personnages, à mon avis. Moi, j'aimerais bien savoir. Franchement, si nos auditeurs ont l'occasion de tester un fragile avec un joueur, j'aimerais bien savoir quel genre de questions se posait le joueur avant de prendre le fragile. Ça, c'est le premier truc que je veux savoir. Le fragile, il faut qu'il joue beaucoup quand même pour commencer à être à l'aise aussi. Ouais, c'est un personnage. C'est un personnage, il faut du temps quand même, je pense. Une adaptation, je pense aussi. Je pense que les questions de début ne seront pas les mêmes que celles d'arrivée. Ça dépend du nombre de joueurs que tu as autour de ta table, quoi. C'est clair que si t'as que 3 joueurs, je sais pas si le fragile est indispensable, quoi. Si tu commences à en avoir plus de 3, là ça peut devenir intéressant. Mais bon. D'ailleurs, à notre table, on était nombreux, et ce qui était intéressant, c'est d'avoir un fragile qui rajoutait à chaque fois quelque chose. Voilà. Un des handicaps quand même du fragile, par contre, dans la chronique de Sens, c'est qu'il peut commencer le jeu qu'au 3e ou 4e scénar, parce qu'en fait on le découvre qu'à Aqua City. Enfin,
De toute façon, il apparaît en archétype jouable qu'à partir de Sens Mort. Mais c'est pas grave, la personne jouera d'abord un Maverick et puis voilà. Il sera comme toi, il mourra de nombreuses fois et pourra jouer tous les archétypes jouables dans Sens. Oui, ouais. T'es mort combien de fois dans Sens, François? Ouais, je crois que j'ai battu tous les records. Parce que moi, je me rappelle que quand je t'avais fait ton t-shirt de fin de chronique, j'avais pas assez de place pour mettre tous les noms de tes personnages et j'avais dû choisir. Mais bon. Mais c'est génial, t'as pu jouer quasiment tous les archétypes. Ouais, d'ailleurs, j'ai même. De quoi? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? J'ai même perdu Fluvius. Ah oui. Oui, non, c'est bon parce qu'en fait le drame de ma vie dans le jeu. L'histoire en fait du Fluvius tel qu'il est décrit dans la fiction de Sens Mort correspond pas tout à fait à l'histoire que t'en as faite. Donc tu fais pas un spoiler. Inacceptable. C'était surtout ton attitude au moment de mourir qui était inacceptable. Il y avait des raisons si t'es mort. Non mais aujourd'hui avec le nouveau système, François ne mourrait pas. Je pense. François ou Fluvius? Ah oui, pardon. Fluvius ne mourrait pas. Non, tu n'es pas mort, François, je te rassure. Il aurait perdu des points d'immersion négatifs, il aurait bien morflé. Enfin, il aurait gagné des points d'immersion négatifs, il aurait perdu des points d'immersion positifs peut-être. Non, pas perdre de points d'immersion positifs, mais il aurait. Et voilà quoi. Mais par contre, Fly, je vais revenir sur un truc que tu as dit. Le fragile comme archétype jouable est décrit dans Sens Mort. Mais si tu veux, tu peux commencer à jouer avec un fragile dès Sens Renaissance. Hein. À partir du moment où ils sont découverts, tu peux y aller. Hein. C'est vrai? Ah oui. Il va morfler. C'est impossible à jouer à mon avis à Renaissance. À Renaissance? Bah t'as quand même des pouvoirs de ouf quoi. Hein. Ouais, t'as des pouvoirs de ouf, mais faut voir ce qui traverse. À mon avis, bon, je vais reparler de mon aspect symbolique sans je suis navrée quoi. Voilà. Mais la Terre, c'est l'espace des humains et de la rencontre avec les quadrilles et de la rencontre avec l'étrange. Et cette rencontre avec l'étrange est approfondie dans Sens Mort. D'accord. Je pense que plus tard, dans un autre sens. Non, mais c'est pour moi Sens de Renaissance, c'est l'espace du jeu où tu joues des humains et où tu commences à voir que on peut peut-être se transformer en quadrillave ou genre de choses. Les nouveaux archétypes. Tu jouerais pas du fragile dans Sens Renaissance. Non. Ouais, bah, peut-être que t'as raison. Je sais pas. Non, et d'ailleurs ça pose un problème. On arrive bientôt à Sens Mort, tant mieux, puisque moi j'ai joué le chat d'Essence Renaissance à la table de Thomas. Ouais, et parce que j'avais envie de jouer un Némésis depuis longtemps et qu'on commençait à Rebirth, mais c'était une erreur de ma part. Je pense que c'est pas un espace. D'ailleurs, il y a des raisons si personne me connaît, etc. Parce que c'est vraiment la rencontre avec l'étrange qui doit se faire à Sens Mort. Donc toi, tu conseilles en fait au maître de jeu de pas faire jouer d'archétypes bizarres avant Sens Mort vraiment quoi. Oui, et je pense même que. Si un des persos à la table a envie de faire ce personnage, il faut qu'il abandonne le personnage qu'il jouait avant et qu'il se mette à jouer autre chose. Ah, d'accord, ok. Ouais, non, bah c'est. Ouais, non, t'as peut-être raison. C'est vrai que toutes les expériences que tu signales sont assez convaincantes. Ouais, faut voir. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui, on a donné quand même. Sinon, on fait confiance aux auditeurs pour nous poser des questions. N'hésitez pas. Il n'y aura pas de problème, on veut bien refaire un podcast sur les autres archétypes, même s'ils ont des questions sur les quadrillas ou des trucs comme ça. De toute façon, il faudrait qu'on fasse un podcast sur les différents archétypes, parce qu'il y a différentes choses sur tous. De toute façon, on aura le temps de développer tout ça. Il y a Thomas Poussou, à mon avis, qui aura envie de parler des quadrillas de Rebirth et tout ça. Donc il y a de quoi faire. Quoi qu'il en soit, on va se quitter sur ces bonnes paroles, ces petits débats philosophiques. Ouais, c'était sympa. Ça, t'avais envie d'ajouter quelque chose quoi? C'était pour ton premier podcast. Ouais, ça m'a fait plaisir, c'est la première fois. Et puis de revenir comme ça, discuter en plus de Fluvius, non, c'est cool. Je suis content. Bon, c'est bien. Donc le prochain podcast sera un podcast hors série qui a été enregistré. Donc s'il y a des actualités, on n'en parlera pas parce qu'il a déjà été enregistré avec Christophe, Frédéric et Fabien. On parlera un petit peu de ce qu'est le jeu de rôle indépendant. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle indépendant, la définition. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Surtout au niveau de l'actualité avec Minuit 10. Oui, tout à fait. Malheureusement, à cette époque-là, Minuit 10 n'avait pas encore mis en ligne son rappelle, site. Minuit 10. Donc bon, on n'en parlera pas dans ce podcast, mais ce sera un podcast consacré au jeu de rôle indépendant et donc à un forum notamment que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle Silent Drift, qui est le forum. Non, c'est quoi? Donc voilà, le forum qui essaye d'être un espace de travail pour les créateurs de jeux de rôle indépendants. Donc ne ratez pas le prochain podcast consacré aux jeux de rôle indépendants. Voilà, je fais ma petite pub pour la fin. T'as bien raison. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir. Vas-y. Et dis au revoir à nos auditeurs. Au revoir, bien sûr. Voilà, et reviens quand tu veux. Et à bientôt. Allez, et puis reviens quand tu veux. Allez, à plus.